Alors, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à notre présentation pour le 10e appel à projet de société inclusive. Avant de Excuse-moi commencer, d'interrompre, mais les sous-titres ont changé de langue, ils sont en anglais maintenant. oh, bon, on va corriger ça. Est-ce que José, tu es capable de les remettre en français? Oui, je vais regarder. Peut-être que c'est, je me demande si c'est pas une personne qui est venue en anglais. Si jamais vous changez les sous-titres, juste les mettre uniquement pour vous et non pour tout le monde. Donc, ça marche en français maintenant. Tout est Ouais, c'est bon? réglé? Super, merci beaucoup. Super. Fait que je disais dans le fond que le webinaire va être enregistré là, pour qu'on puisse diffuser sur notre site Internet pour que les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'être présentes là, puissent avoir accès au contenu. Donc, si vous êtes moins à l'aise, vous pouvez fermer votre caméra. Il n'y a aucun souci avec ça. Sinon, on aime toujours voir vos visages pour communiquer. Juste prendre note aussi qu'à la fin, là, j'ai prévu une bonne demi-heure de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Je vais vraiment défiler en bloc, mais ça va me faire plaisir de répondre à vos questions à la fin. Puis, les sous-titres là, semblent fonctionner. Donc, c'est important pour nous, là, par mesure d'inclusion, d'avoir cette possibilité-là de sous-titres. Avant de commencer officiellement aussi, c'est important pour nous là, de souligner que je vous parle de la ville de Québec et que dans un souci d'amitié, de solidarité, nous rendons hommage au premier peuple de ces lieux je suis à la croisée des territoires des peuples Huron-Wendat, Wabanaki, du peuple Innu, du peuple Atikamekw et du peuple Wolastoqey. Nous honorons aussi là, nos relations les uns avec les autres. Euh, Caucasienne, c'est par mesure d'inclusion aussi pour les personnes là, qui sont aveugles. Une femme blanche dans la quarantaine, j'ai les cheveux bruns foncés, les cheveux courts, je porte une camisole bleue. Alors, voilà. Euh, Il y a aussi ma collègue, Josée Poulain, que je ne sais pas si Josée, tu peux faire un petit signe, si c'est elle qui va m'aider dans le fond avec la technique. Donc, si jamais vous écrivez dans le chat, ça va être Josée qui va être disponible pour vous répondre. C'est possible d'utiliser le chat. Il y a Philippe Archambault aussi, un des deux co-directeurs de Société inclusive, va se joindre à nous vers midi pour répondre aux questions là, avec moi, si jamais il y en a. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais vous proposer un PowerPoint où je vais juste revenir au début et je vais vous partager mon écran. Ça s'en vient, je m'excuse. Voilà, partage d'écran. Donc, et voilà. Donc, on est vraiment au 10e appel de Société inclusive. La date de dépôt, je vous le dis tout de suite, c'est le 4 novembre. Voici un peu le contenu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans le fond, je vais vous parler du contexte général, l'information. Je vais vous parler aussi des nouveautés du concours. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ça fonctionne. Super. Je vais vous parler des critères de sélection, de qu'est-ce qu'on peut mettre dans le budget. On va vraiment regarder le budget aussi attentivement ensemble. C'est quoi les conditions de financement? Puis je vais vous parler de comment soumettre une proposition. Puis il va y avoir une période de questions là, à la toute fin, comme je vous disais précédemment. Donc, ces appels à projets-là sont rendus possibles grâce à la participation de nos partenaires financiers, qui sont la Fondation Azrieli et la Fondation Mirella et Lino Saputo. Cette année aussi, là, dans le cadre de l'appel à projet 10, il y a le fonds, il y a le FRIS qui s'ajoute là, pour financer un projet. Donc, c'est quoi? C'est un concours, ça, c'est important de spécifier. C'est vraiment un concours qui a une évaluation. Je vais vous parler d'évaluation. Ça va nous permettre de financer 7 projets de recherche participative intersectorielle. Donc, participative où un OBNL euh, doit participer pleinement. Intersectoriel, je vais vous expliquer un petit peu plus loin en détail ce que ça implique. C'est d'avoir 2 chercheurs de 2 secteurs différents. Donc, on a 3.
il y a le secteur santé, il y a le secteur société et culture et il y a le secteur nature et technologie. Donc, on doit avoir au moins deux de ces secteurs-là qui sont couverts par un chercheur ou une chercheuse. La subvention, c'est un projet de 35 000, dont obligatoirement 10 000 doit aller au partenaire principal pour son implication au projet. Donc, ça, c'est une obligation de donner ce 10 000-là. Puis, à 35 000 de subvention peut s'ajouter un financement supplémentaire mi-taxe entre 7 500 jusqu'à 30 000. C'est des démarches administratives à faire. C'est pas si complexe. Les ACI et ma collègue, on est là pour vous accompagner si vous voulez aller là. Ça vaut vraiment la peine. Le financement mi-taxe, une fois qu'on a le financement société inclusive, là, il est presque sûr à 100 Je n'ai jamais vu une équipe refuser. Pourquoi on fait cet appel à projet-là? Ben, c'est pour produire des changements concrets là, pour les personnes qui vivent avec des incapacités. La grosse nouveauté cette année, au concours 10, euh, c'est on resserre davantage l'importance que le projet soit issu d'un besoin, soit issu d'un défi jeu identifié par le partenaire principal. Donc, il doit venir obligatoirement de l'OBNL. On essaie vraiment d'avoir un circuit qui part des besoins de la communauté Attends, c'est un petit problème de son. jusqu'au milieu de recherche et non l'inverse. On veut moins peut-être des théories ou des Attends une petite minute, Nathalie, ton signal ne problèmes. fonctionne Est-ce pas que c'est bien. réglé? Attends un peu. Allô? Ton image est figée. Ça sera pas long. Voilà, ça coupe. Oui, On je vais s'excuse plugger vraiment. mon fil. Je fais aussi. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne? Oui, ça semble beaucoup mieux. Merci. Oh, non. Elle est située au Céris. Puis au Céris, des fois, la connexion Internet n'est pas la meilleure. C'est pourquoi ça coupe. On est vraiment désolé. Ça devrait revenir dans pas très long. C'est ça, moi, je suis pas au Céris. C'est pour ça que mon son ne coupe pas. Je travaille de la maison. Fait que je pense que c'est son Internet qui est complètement lâché. Moi, j'allais écrire, est-ce que vous allez nous envoyer les diapos? Mais finalement, je me suis dit, autant que je pose la question, puisque... Oui, il n'y a pas de problème. Oui, la diapo va être disponible. En fait, ouais, Parfait. c'est ça, ça va être disponible sur notre site Internet Ah, à la suite de la sur le rencontre. site Internet. D'accord. Ouais, et la rencontre est enregistrée. On va la rendre disponible aussi par la suite, là, en coupant les petits Sur bouts le que ça. site. OK. Je vais m'occuper de la partager aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez, je peux vous l'envoyer tous par courriel aussi après la rencontre, là. Il n'y a pas de Oui, problème. j'aimerais bien. Oui, c'est ça, pour être Ouais, certaine d'avoir le bon endroit. Merci. parfait, ça Parce que fait je vais plaisir. devoir partir avant la fin aussi, c'était ça. Il n'y a pas de problème, ça va être enregistré. Vous allez pouvoir le réécouter. Excellent. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Merci Je, beaucoup. je suis Ah, sincèrement désolée. Je suis dans un endroit où la connexion Internet est très instable. J'ai connecté mon fil réseau, fait que ça devrait plus se reproduire. parfait. On continue. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça fonctionne toujours. Désolée pour tout ça. C'est hors contrôle. Donc, je disais donc que la nouveauté cette année, c'est qu'on veut vraiment partir du besoin du partenaire principal et non de la théorisation de la recherche. Ça, c'est vraiment pour répondre aux obligations de nos partenaires financiers qui veulent vraiment là, mettre l'accent sur l'aide qu'on peut apporter là, aux OBNL. Cette année, à ce concours-ci, avant, on pouvait accepter des demandes. Un OBNL pouvait soumettre deux projets. Un chercheur pouvait soumettre deux projets. Dans le cadre du concours de l'appel à projet 10, ce n'est plus possible. Donc, c'est vraiment un projet par personne,
soit un OBNL, soit un chercheur ou une chercheuse. Donc, c'est vraiment de choisir là, quel projet on veut soumettre. Et la troisième chose, c'est qu'on va porter une attention particulière dans votre formulaire à bien retrouver les livrables et les résultats euh, que le projet de recherche peut avoir, dans le fond, dans la communauté. Fait que ça va être bien important de distinguer ça des objectifs de recherche. Donc, on a nos objectifs de recherche, et on va vraiment vouloir savoir qu'est-ce que ça va donner concrètement? C'est quoi les livrables? Il va y avoir une formation, il va y avoir un guide qui va être produit, il va y avoir quelque chose de concret qui va être produit. Puis on veut savoir c'est quoi les résultats. Bien, la formation va améliorer les pratiques de l'OBNL. On va pouvoir transférer cette formation-là dans le réseau communautaire à telle place. Donc, on veut vraiment avoir quelque chose de clair au niveau des objectifs de recherche, des livrables et des résultats attendus. Encore là, euh, les ACI, moi, je vais être disponible là, pour pouvoir vous rencontrer. Je suis quand même assez rapide là, pour répondre aux courriels. Fait que vous m'envoyez un courriel, on peut prendre quelques minutes ensemble pour vérifier est-ce que c'est bien des objectifs, est-ce que c'est bien des livrables, c'est bien des résultats. Donc, ça, c'est vraiment la nouveauté cette année. Fait que c'est quoi, je retourne un petit peu en arrière, c'est quoi l'objectif, dans le fond, de notre appel à projet? C'est qu'on veut financer des projets de recherche participative intersectorielle avec tout type d'incapacité. Donc, autant des difficultés motrices, des incapacités motrices, ça peut être lié aux troubles du langage, aux déficiences sensorielles, visuelles, auditives, ça peut être en lien avec des déficiences cognitives, en lien avec la neurodiversité, en lien avec des problèmes de santé mentale aussi, déficience intellectuelle, incapacité liée au vieillissement aussi, au niveau des personnes âgées qui vivent des incapacités. Ça peut être des projets issus de la ruralité aussi. Puis nos trois objectifs, c'est qu'on veut qu'ils soient innovants. Fait que dans vos projets, ils doivent vraiment avoir une composante innovante selon trois phases. Donc, on a la phase émergence, on a la phase expérimentation, puis on a la phase appropriation là, qui est l'implantation dans les communautés. Dans le programme que vous trouvez sur le site Internet, c'est un document d'une dizaine de pages. Je vous conseille vraiment de lire. Il y a toutes les informations dedans, puis on essaye d'expliquer le mieux possible là, euh, les caractéristiques, un guide pour vous aider à rédiger là, qu'est-ce qu'on veut dans le fond. Fait qu'on veut que ça produise des changements concrets aussi sur les différents aspects de la vie des personnes qui ont des incapacités. Puis on veut mettre en œuvre des solutions qui vont permettre de diminuer les obstacles environnementaux et sociaux que rencontrent ces personnes. Ça, c'est vraiment les objectifs. On a des critères d'admissibilité, on en a 6. Donc, les critères d'admissibilité, c'est qu'on doit respecter l'une des thématiques. Puis chacune des thématiques, là, on a des exemples dans le programme. Je ne vais pas m'attarder à ça. Je vais pouvoir répondre à vos questions à la fin s'il y en a, mais en lisant le programme, là, c'est très clair. On veut que ça soit dans un thème de l'environnement physique ou la mobilité personnelle, soit dans le thème environnement social, logement, loisirs, soit au niveau de la santé et la réadaptation, ou soit tout ce qui touche là, les attitudes, les préjugés, la discrimination, là, des solutions pour euh, faire en sorte là, d'éviter ces difficultés-là. La deuxième critère de sélection, c'est vraiment de répondre aux besoins des personnes qui ont des incapacités. Donc ça, je le redis, l'enjeu doit vraiment être identifié par l'OBNL, le partenaire. Fait que dans notre demande, dans les documents à remettre, il y a une lettre. Et la lettre doit vraiment faire mention de comment le besoin est né, comment la question de recherche a été identifiée. Puis ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre clairement dans cette lettre-là euh, comment que c'est parti de l'OBNL, puis comment qu'on a trouvé l'équipe de recherche qui se sont mis au service de cette difficulté-là pour essayer de trouver une solution innovante. Fait que ça, dans la lettre, c'est lu très attentivement là, par le comité d'évaluation là, qui évalue les projets. Donc, je vous dirais que c'est un élément vraiment important là, à prendre en considération. On veut que ça produise des changements concrets. On veut vraiment avoir à la fin, c'est quoi que ça pourrait, c'est quoi au terme
de ce projet de recherche-là, comment ça pourrait améliorer la vie des personnes qui ont des incapacités ou améliorer le fonctionnement là, du parcours associé. Donc, on veut qu'il y ait une transformation, puis on veut aussi là, mettre en œuvre des solutions qui permettent de diminuer ces obstacles-là. Donc, ça répète un peu nos objectifs, mais c'est vraiment dans ce contexte-là. Le troisième critère, c'est de s'inscrire dans une phase d'innovation puis d'avoir un impact sur l'inclusion. Donc, il y a trois phases, comme je vous disais. Émergence, c'est tous les projets, dans le fond, qu'on il y a une idée, on veut explorer si ça pourrait fonctionner, on fait une étude, euh, portrait, de la littérature, ou dans une deuxième phase, ça peut être une expérimentation. On a des données, on veut voir si ça fonctionne, on veut évaluer la pertinence de telle intervention. Ça peut être très large aussi. Et dans le programme, je vous ai mis des liens là, qui expliquent c'est quoi en détail chacune de ces phases-là là, avec le littérature. Dans le fond, la phase d'appropriation, c'est comment c'est implanté dans un milieu. Puis, on a aussi toujours un souci de transférabilité. Fait que dans votre demande, il faut qu'on retrouve dans le formulaire, est-ce que vous pensez que ce projet-là, votre projet de recherche avec les résultats, que ça ne soit pas concluant, là, ça reste toujours une recherche. Donc, si c'est concluant, est-ce qu'il y a un potentiel de transférabilité? Est-ce qu'il y a un potentiel euh, de, de, de faire en sorte que les résultats puissent servir à d'autres organismes dans d'autres contextes? Ça, c'est quand même un élément qui est important. Sinon, au niveau des critères d'admissibilité, ça doit être une équipe inclusive. Donc, un des deux chercheurs, pardon, doit avoir le statut FRQ, donc être situé au Québec et avoir un des trois statuts FRQ. Ensuite de ça, le partenaire principal, ça doit vraiment être un OBNL. Ça, c'est une condition de nos partenaires financiers. On n'est pas obligé d'être un organisme de bienfaisance, avoir un statut de charité, mais il faut qu'on soit vraiment à but non lucratif. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit offrir des services directs aux personnes qui ont des incapacités. Donc, si on a un centre de recherche, c'est pas possible. On peut pas être un organisme qui est géré par une municipalité non plus parce qu'on rentre pas dans les critères au BNL. Fait que ça, c'est un peu les particularités qui sont un peu imposées là, par nos partenaires financiers. Et dans l'équipe, on veut aussi retrouver une personne là, qui a une incapacité, qui vit avec la dignité là, pour amener un savoir, plus d'expérience. Euh, Je vois qu'il y a une main levée. Si c'est je pense que si c'est un problème technique, je pense que je vous écouterai. Non, j'avais juste une question avant qu'elle Oui, ne me sorte de la tête. Vous venez de dire que les organismes doivent offrir de l'aide directement à la population. Pour oui. nous, notre cas, nous offrons des services à nos membres pour qu'ils puissent répondre aux besoins de la population. Est-ce que dans ce cas, nous, on sort un peu des critères d'admissibilité? Si vous êtes un regroupement, tu sais, comme un RLPH qui offre des services à des membres qui sont des organismes communautaires qui offrent des services directs, oui, ça fonctionne. Mais si vous Parfait. voulez, c'est ça, si vous voulez, ma fille, on pourrait en discuter plus longuement aussi, plus en individuel ou prendre le temps là, de regarder. Parfait. Mais tu sais, il faut vraiment que ça soit, les regroupements sont admissibles, mais il faut vraiment que dans le regroupement, il y ait un lien direct avec la clientèle qui soit fait à quelque part. Parfait. Merci beaucoup. Intersectoriel, je vous ai dit qu'on en parlerait un petit peu plus tard. Donc, le prochain intersectoriel, c'est que il y a, dans l'équipe de recherche, on a deux chercheurs ou chercheuses. Donc, chaque chercheur doit représenter un secteur différent puis apporter une expertise différente. Fait qu'on s'attend que le projet soit en lui-même intersectoriel. Donc, la question de recherche euh, a deux angles, deux secteurs de réponse et que les chercheurs soient aussi issus de deux secteurs. Là, c'est sûr que souvent, ce qu'on retrouve, c'est que ben, moi, comme chercheur, je suis à la fois dans santé, société, culture,
Donc, ça arrive souvent. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre le chapeau dans lequel vous vous situez et de démontrer que votre expertise particulière, dans le fond, dans santé, euh, par vos financements, par les publications que vous avez eues. Fait il faut que vous preniez le chapeau et vous démontrez que vous êtes vraiment dans ce secteur-là. Mais ça arrive plusieurs fois qu'une personne, un chercheur peut être dans deux secteurs, mais c'est vraiment de faire la démonstration avec vos projets, en quoi cette expertise-là va contribuer à cette recherche. Donc, on doit vraiment avoir l'équipe intersectorielle et le projet intersectoriel. Moi, j'ai une question là-dessus. Oui, Ça fait un moment là, qu'on voit ça, les demandes intersectorielles. Je me suis oui. toujours demandé pourquoi, au fond, cette demande-là, parce que, bon, on peut avoir des personnes qui sont assez loin, qui sont dans une autre discipline, mais en fait, on est rattaché. Alors, j'essaie toujours de comprendre. Bon, parfois, par exemple, des gens vont aller chercher quelqu'un qui est dans un certain créneau de psychologie et donc rattaché un peu à la santé, et l'autre personne, euh, société culture. Mais au fond, cette personne de psycho aurait pu être. En tout cas, bref, je me pose vraiment la question sur. Je comprends très bien l'interdisciplinaire et tout ça, mais l'intersectoriel, pour quelle raison? Dans le fond, ce que j'ai compris avec l'historique, c'est au point de départ de notre financement en Société inclusive 2017, on était financé par les FRQ. C'était une obligation là, reliée à notre émergence, d'avoir des projets intersectoriels, de faire travailler des secteurs ensemble pour ouvrir les discussions, puis pour faire en sorte que dans le projet de recherche, qu'il y ait plusieurs parties qui soient couvertes. Avec l'évolution, on n'a plus cette obligation-là, mais comme équipe, on choisit de conserver cette obligation-là intersectorielle parce que dans la qualité des projets qu'on a financés au fil des années, on voit qu'il y a une richesse des fois à faire coopérer des secteurs différents au niveau de l'avancement des connaissances, au niveau de quand on a une problématique puis qu'on essaie d'ouvrir avec une expertise complémentaire, souvent ça va amener, ça prend plus de temps, oui, mais ça l'amène une richesse aussi au niveau du projet. Fait que c'est vraiment dans l'objectif de prendre une question puis de la tourner sous tous ses angles possibles, puis d'avoir une complémentarité au niveau de l'équipe. Souvent, les gens, tu sais, si on a un projet avec une composante santé, puis une composante culture et société, ben les questions, les angles de vue vont pas être les mêmes au niveau des deux équipes. Puis le fait de se mettre ensemble, de discuter, ça peut ouvrir des horizons. D'accord, OK. Ben, je comprends, mais c'est vrai que personnellement, j'ai parfois l'impression, par exemple, j'ai des collègues en éducation qui se trouvent être à Société Culture aussi, mais qui travaillent sur l'intelligence artificielle, etc. Donc, pour moi, ils ouvrent autant le champ, mais que d'autres personnes, par exemple, justement, quelqu'un qui sera en psycho-organisationnel, en santé. Mais bon, je comprends l'objectif, mais j'ai toujours été un peu étonnée parce que j'ai l'impression interdisciplinaire, pour moi, serait aussi pertinent, mais bon, je comprends bien. Merci. Mais dans ce cas-ci, mettons quelqu'un qui est en éducation et qui travaille sur la technologie peut très bien rentrer dans le secteur nature et Même si elle n'a pas eu technologie. de subvention venant du FRQNT? Ben, il faut qu'elle soit capable de démontrer, dans le fond, même si elle n'a pas eu de subvention, ce n'est D'accord. pas le critère principal, mais si elle OK. démontre que dans ses publications, il y a une très grande composante nature et technologie et que dans la discipline d'éducation, il y a cette composante-là, eh ben, c'est tout à fait admissible, là. OK. C'est pas une Très bien. obligation d'avoir des subventions. On peut vraiment aller vers les subventions ou vers les contributions puis le champ d'expertise. Fait que si, dans le fond, la personne elle a 10 publications en technologie, mais là, c'est facile de faire le lien qui est vraiment issu de nature et technologie, là. Mais tu sais, OK. Excellent. rendu cas par cas comme ça, une rencontre avec une ACI, avec moi ou ma collègue, et on peut vraiment démystifier ensemble, aller voir c'est quoi les publications, puis regarder. Nous, on vérifie aussi avec les co-directeurs de société inclusive. On peut s'assurer l'admissibilité là, ensemble, là. Donc, ça, c'est quelque chose qui souvent, qu'à la société inclusive, dans les concours passés, les gens nous donnaient comme force de pouvoir accompagner là, individuellement les gens. Fait que, tu sais, gênez-vous pas là, pour le faire. Je continue. Donc, l'autre critère de sélection, ben, c'est d'adhérer à l'éthique de la recherche. Donc,
Selon les projets, là, il faut faire déposer une demande d'éthique, il faut avoir une approbation. Les financements admissibles, ben, on n'a pas bien de contraintes. La seule contrainte, je dirais, c'est qu'on n'accepte pas les FRIS, les frais indirects de recherche. Pour les OBNL, dans le fond, on n'a pas d'exclusion. Là. Souvent, dans d'autres demandes de subvention, on ne peut pas payer des ressources humaines. Nous, ça ne s'applique pas. Là. Nous, c'est vraiment vos frais comme au BNL dans 10 000 vous pouvez mettre les ressources humaines, l'achat d'équipements, les frais de déplacement, les frais de formation, des honoraires professionnels, rémunérer. Ça, on vous encourage aussi fortement à rémunérer les personnes qui ont un savoir expérientiel. C'est important de reconnaître leurs connaissances, leurs compétences. Donc, dans le budget, là, il y a juste au niveau du budget de recherche qu'on ne peut pas aller dans un équipement maximum plus que 1 000 On ne veut pas que la subvention serve à acheter des équipements. On veut vraiment que ça serve à faire un projet de recherche. Donc, ici, au niveau là, des projets de recherche, c'est un maximum de 1 000 en termes d'équipement. Je vous parlais de MITAX. Je n'irai pas dans les détails MITAX, là, mais on vous invite, quand vous remplissez le budget qui sera déposé à Société inclusive, de réfléchir tout de suite à euh, combien si vous voulez des stagiaires MITAX, quand on va avec MITAX, ça va avec des unités de stage. Chaque unité est une valeur de 7 500. Puis on peut aller chercher jusqu'à un 30 000 supplémentaire, donc un 4 unités de stage de plus. Donc ça correspond à un étudiant pour 2 ans. Donc, un étudiant pour 4 sessions, excusez. 2 ans, c'est pas rien. Ça rajoute une main-d'œuvre, une ressource humaine supplémentaire. Souvent, c'est un étudiant qui est pivot dans le projet. Ça peut être à tous les stades là, du cursus scolaire, donc à partir du bac, maîtrise, doctorat. Ça peut être un post-doctorat aussi. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça demande du temps un peu. Ça demande un bon 3-4 heures là, pour remplir les papiers. Il faut se prévoir d'avance aussi, mais ça vaut vraiment la peine. Puis, tu sais, moi, je peux vous aider là, au niveau là, du budget. Là, on peut le remplir ensemble. Fait que c'est facilitant. Je vous explique tout ça. Ça semble complexe au départ, mais avec l'accompagnement, là, c'est très simple. Puis ça donne quand même un bon gain. Là, fait qu'une équipe peut partir à 65 000 de financement. Là, fait que ça ouvre beaucoup de possibilités là, de recherche puis de main-d'œuvre. Puis c'est vraiment important là, de prévoir 2 mois. Fait qu'à partir du moment où vous avez la réponse de Société inclusive, on va la donner en janvier. Prévoir un bon 2 mois, février, mars, pour avoir la réponse de MITAX. Donc, un projet qui commence en avril, là, c'est très réaliste. Tout ça. Donc, les conditions de financement, on a un financement qui est non renouvelable, qui est non transférable. Si vous obtenez la subvention, dans le fond, on vous demande de nous aider en faisant le suivi des jalons. Dans le formulaire, il y a des jalons. Les jalons, c'est comme les grandes étapes de recherche. Donc, vous nous donnez des étapes de recherche, puis on vous demande vraiment de nous faire une mise à jour au mi-mandat. Donc, un projet, ça dure entre 12 et 18 mois, avec une possibilité de prolongation jusqu'à 2 ans là, s'il y a des contraintes, des congés de maternité ou d'autres choses, d'autres imprévus qui arrivent. Donc, un rapport vers le 9e mois, puis un rapport à la fin, là, entre le 18e et le 24e. Puis ça, ça nous permet de faire notre édition de compte, puis d'assurer la pérennité de société. Ça, c'est quand on a le financement, ça vient avec ses obligations. Dans votre formulaire aussi, c'est vraiment important d'axer sur la mobilisation, sur avoir un plan de diffusion puis de mobilisation des connaissances. Donc, là, ce qu'on veut, c'est vraiment savoir qu'est-ce que vous allez faire avec vos résultats de recherche? Qu'est-ce que ça va donner? Comment vous allez faire connaître ça à la population? Et puis, je vous dirais que c'est un élément dans le formulaire qui est très important. Puis, ce qu'on vous demande aussi, là, c'est souvent les équipes aiment ça puis trouvent que c'est un plus parce qu'on aide à les faire connaître, c'est de participer. On a différentes activités de maillage à Société inclusive qui font de la concertation entre les acteurs, entre la communauté, entre les chercheurs de différents réseaux aussi. Donc, quand vous avez la possibilité dans votre agenda, on aime ça que vous vous impliquiez. Si vous avez des idées aussi, c'est pas rare qu'on va prendre un projet de recherche. Par exemple, on a fait une recherche sur l'accessibilité dans les musées. Mais là, on a fait un webinaire
là-dessus où on a réuni ensemble plusieurs personnes. On en a fait un sur la culture, sur l'inclusion en termes de sport. Fait qu'on prend des grandes thématiques puis on essaie de mobiliser les gens. Là, on en a un qui sent bien. Fait que si jamais vous voulez participer, c'est le 26 septembre. Ça va être notre forum annuel. Le forum annuel, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de mieux connaître ce que Société inclusive fait. Vous allez connaître les équipes financées dans le cadre de l'appel à projet 8 et l'appel à projet 9. Puis on a souvent des conférences là, vraiment intéressantes. Cette année, on va mettre l'emphase sur les OBNL, sur l'implication des OBNL. Donc, comment un organisme partenaire peut donner ses besoins, puis comment on peut, à partir de là, faire un projet de recherche. Fait que ça va vraiment être inspirant. C'est une activité qui est en présence, c'est rare. On a une belle opportunité cette année parce que l'Université Laval, qui gère nos fonds, veut reconnaître le soutien financier de nos partenaires. Fait qu'il va y avoir un événement de reconnaissance aussi qui nous paye le lunch. Fait que, on a un 80 places réservées. Fait que si ça vous tente là, dans les prochaines semaines, on va envoyer les liens d'inscription. Là. On vous invite à vous inscrire. Ça devrait être bien intéressant. Donc, je reviens aux conditions de financement. Si vous êtes financé, nous, ça nous fait bien plaisir là, de vous avoir comme ça là, avec nous pour ces activités-là. Comment on soumet un projet? Bon, on remplit le formulaire. Je ne sais pas, José, si tu peux mettre dans le chat le lien là, sur la trousse. On remplit le formulaire de demande et le budget. Encore là, il est possible de demander de l'aide d'un agent de concertation intersectorielle. On fournit une lettre du soutien du partenaire. Cette lettre-là est vraiment importante. Expliquer là-dedans la démarche, l'historique, comment le besoin est né, comment l'équipe a été trouvée, qu'est-ce que vous allez faire avec les résultats. On inclut les autres lettres des autres collaborateurs parce qu'il y a un projet, un partenaire principal qui peut avoir le 10 000 mais il peut avoir plein d'autres collaborateurs aussi, si votre projet de recherche le justifie. On veut avoir les CV communs canadiens là, avec les contributions des chercheurs. Donc, ça peut être n'importe quelle forme, FRQ, CRSH. Ce qu'on veut, c'est d'avoir les contributions pour les 5 dernières années. Puis, il y a aussi 2 pages, là, non, une demi-page pour les annexes et les figures. La date limite, c'est le 4 novembre. Puis, on dépose ça là, au courriel info@commercialsociétéinclusive.ca. C'est tout inscrit là, dans le formulaire, dans le programme. Pour le budget, on rencontre un ACI. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous fait sauver du temps, puis ça vous assure là, que c'est bien, pas bien fait, mais c'est d'aller chercher le maximum là, au niveau MITAX. Puis c'est là, on planifie les revenus, les dépenses en équipe. Je vous explique rapidement, là, parce que le temps file, puis je vais avoir du temps pour les questions à la fin. Donc, rapidement, le processus d'évaluation, c'est un processus rigoureux qu'on on a avec une grille. Chaque évaluateur, pour un projet, il y a 4 personnes qui évaluent le projet. Donc, on a un représentant des partenaires financiers, soit la Fondation Azrieli ou Mirella et Lino Saputo. On va toujours chercher des partenaires au BNL qui ont déjà été financés là, dans les concours passés, puis qui apportent un point de vue plus organisme communautaire. On a un chercheur ou une chercheuse en expertise. Ça veut dire qu'il est en lien direct avec votre thématique. Donc, si vous travaillez sur une clientèle en neurodiversité, on va essayer d'aller trouver un chercheur qui a ce background-là, neurodiversité. Puis un chercheur ou une chercheuse qui est hors expertise, donc qui peut être dans une expertise complémentaire, mobilité, déficience intellectuelle. On sort un petit peu du thème, la neurodiversité. Ces 4 personnes-là ont une grille. Moi, j'accompagne les personnes. Moi, je ne fais pas partie là, des personnes qui évaluent les projets. Fait que je peux vraiment aider les gens qui appliquent. Puis j'aide aussi les évaluateurs à bien comprendre qu'est-ce qui est demandé, c'est quoi les critères, à bien comprendre la grille. Puis je les accompagne aussi là, si jamais ils ont des questions pour l'évaluation. Un coup qu'ils ont fait leur évaluation, ils ont donné une note. Donc, la grille d'évaluation est disponible sur Internet. Vous y avez accès sans problème. Donc, ils prennent une note. À partir de la note, on fait une compilation moyenne. Puis là, dans le fond, selon le nombre de dossiers reçus, on en discute en comité. Donc, après que les évaluateurs ont peut-être un mois pour évaluer,
Après ça, on a une rencontre en comité d'évaluation, puis on discute des projets là, pour réviser les notes, essayer. Puis c'est les projets, dans le fond, qui se qualifient avec la meilleure note là, qui sont retenus pour financement. Ce concours-ci, on a sept projets qui peuvent être financés. Habituellement, le concours AP8, on a eu à peu près 12 candidatures pour 8 projets financés. L'AP9, on a eu 31 candidatures pour 7 projets financés. L'AP10, l'appel à projet 10 pour l'automne 2024, on a la disponibilité financière pour 7 projets et je ne sais pas combien de candidatures on va avoir. Ça vous donne une petite idée. Alors moi, ça faisait le tour du portrait général de